code électoral, dans ces dispositions adoptées, notamment les amendements dits à renvoi et bla, après la proposition de loi de Nathan Aké, ce code électoral était une suite logique des événements politiques devant se succéder après le rejet de la révision constitutionnelle, même au sein de la machine mouvance présidentielle. Ils n'ont pas pu s'entendre, on a eu cette voix discordante et on a eu 2 abstentions à ce propos. Donc naturellement, quand la proposition de loi de Hassan Seibou de réviser la Constitution pour pouvoir inverser l'ordre des élections, pour établir la rupture d'égalité que la Cour constitutionnelle a constatée dans sa décision du 4 janvier, on s'attendait normalement à ce qu'il y ait un débat à propos. Et naturellement, vous avez vu, les 2 autres groupes parlementaires ont déposé des propositions sur la table et il y a eu débat. Maintenant, sur les incidences des amendements introduits, les conséquences que cela apporte dans la vie politique, on peut essayer maintenant d'analyser. Première analyse qu'on fait, c'est que la mouvance présidentielle est restée dans sa démarche de réforme du système partisan. Accord défendant, ils ont renforcé davantage les dispositions qu'ils ont mises. Est-ce que les dispositions telles les dispositions précédentes qui viennent d'être renforcées en l'état étaient sérieusement admises ou avaient déjà reçu l'assentiment national, avaient déjà pu embraser le Bénin? L'interrogation se pose, mais déjà on comprend que pour eux c'était un pas de fait, donc il fallait faire le second pas, et c'est le second pas qui est fait. Maintenant on note qu'il y a des dispositions phares, il y a eu plusieurs amendements, mais la première conséquence, c'est déjà que les élus en poste, comme le veut le Bloc républicain, contrairement à l'Union progressiste ou le Renouveau, et contrairement à la volonté du président de la République, comme il l'a dit lui-même devant les professionnels des médias à la conférence de presse, contrairement à ce qu'ils ont voulu eux, c'est-à-dire que les élus de 2026 soient ceux qui soient à même de parrainer les candidats à la présidentielle, aux élections présidentielles de 2026, c'est plutôt les élus en poste, les maires issus des communales de 2020 et les députés en poste qui parrainent. Quelque part, il y a eu cette avancée de débat et je crois que ça rejoint le point de vue du Parti Les Démocrates qui dit que les élus à élire en 2026 pourraient être en plein contentieux électoral pendant que ils seraient en train de parrainer, et ce serait tout nouveau pour pouvoir donner une majorité au président à venir, et cela n'est pas forcément très démocratique. Mais d'un autre côté, quand on augmente le verrou du suffrage à obtenir pour lever les sièges, on parle de 20% au niveau des législatives. Dans chaque circonscription électorale, on en a 24, et 20% qui doivent être répartis, un suffrage qui doit être réparti, un pourcentage à répartir sur au moins 3/5 des circonscriptions électorales. Et là, je me dis, si cette disposition existait en 2023, aucun parti actuellement ne serait présent à l'Assemblée nationale. Parce que, qu'on le veuille ou non, que ce soit l'Union progressiste, le Renouveau avec ses 53 députés, le Bloc républicain, les démocrates avec leurs 28 députés, aucun de ces partis, pour moi, ne répond à ce critère de repositionnement sur 3/5 des circonscriptions électorales. Et c'est à ce niveau-là que certains parlent de durcissement? Justement, parce que, vous voyez, c'est déjà une mort née pour les partis, les micro-partis qui existent autour de ces grandes formations politiques, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance présidentielle. Ces partis qui ne sont pas aujourd'hui représentés à l'Assemblée nationale. Et déjà, au sein de ça, il faut dire encore que c'est un verrou de plus, c'est une difficulté de plus qu'on se donne. Est-ce qu'on avait déjà suffisamment fait le diagnostic des 10% qui n'avaient pas permis à de très grandes formations politiques comme le PRD de se retrouver et d'aller fusionner? Claudine Prudencio est entrée à un moment donné avec son UDBN dans le Bloc républicain, mais s'est retiré avec sa Renaissance nationale finalement. On n'a pas pu véritablement s'en sortir avec les négociations. On y est allé un peu par contrainte à un moment donné. On dira que c'est dans le but de discipliner et de renforcer ce système partisan. Mais de quel système partisan est-ce qu'on parle? Est-ce que les partis en leur sein ont une très grande démocratie? Déjà, vous voyez comment on accède à la tête des partis. Quelqu'un peut quitter la tête d'une institution, quelques jours après se retrouver à la tête d'un parti politique, coordonner même la liste électorale qui amène aux législatives. D'un autre côté, parce qu'on remet en cause le titre ou la légitimité ou les pleins pouvoirs d'un secrétaire général national, et il peut devenir président, et la démocratie à l'interne, le militantisme n'est pas forcément ce qu'il faut. Est-ce que c'est en se mettant davantage de pression qu'on y arrive? L'interrogation se pose. Parce que de l'autre côté aussi, on a levé le verrou, on a augmenté le verrou du parrainage.
75% des élus. Et chiffre pour chiffre, c'est le nombre de députés que le Bloc républicain a et que le Parti Les Démocrates a. Quelqu'un d'autre pourrait dire qu'ils sont taillés sur mesure, ces amendements-là. Et de ce point de vue, ça ne manque pas de pertinence, cette lecture, parce qu'aujourd'hui, ils vous diront que même en l'état précédent des choses, il n'y aurait que 3 candidatures à la présidentielle probablement, avec ces partis présents à l'Assemblée nationale, et FCBE, et Mouel Bénin, les autres partis. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Et sur ce point, je pense qu'on a essayé, même si ce n'est pas une exclusion toute expressive, c'est une contrainte de plus. Et dans toute contrainte, on ne peut pas voir que l'objectivité. On voit aussi le fait que d'une manière ou d'une autre, des choses sont orientées dans le but de satisfaire des desseins.